La situation sur le front ou dans le secteur de Verdun en 1915, quelques mois avant le déclenchement de la bataille, peut être regardée sous les deux aspects. Le côté français d'une part et le point de vue allemand d'autre part. Pour ce qui concerne le point de vue français, ce qu'on retient généralement dans l'historiographie, c'est ce qu'on appelle le désarmement des forts à partir du mois d'août, suite à un décret qui plaçait le commandement des places fortes et les moyens matériels et humains des places fortes sous les ordres du commandant en chef. Alors il faut se rappeler que depuis le début de la guerre, tout ce qui avait trait aux places fortes relevait directement du ministère de la guerre, et que dans le contexte de 1915, de crise des matériels, de crise des effectifs, de manque de moyens, il a été jugé nécessaire de placer l'ensemble des ressources des régions fortifiées aux ordres du commandant en chef pour que les centaines, les milliers de canons, les dizaines, les centaines de milliers d'hommes des places fortes puissent être utilisés au profit des armées en campagne. Et ça se traduit effectivement à Verdun, comme ailleurs, comme à Toul, comme dans d'autres régions fortifiées, par le retrait d'un certain nombre de matériel, en particulier d'artillerie lourde, parce qu'il y a aux armées un besoin criant, urgent d'artillerie lourde, et par le remplacement des unités, disons, relativement jeunes qui étaient en place dans les régions fortifiées, dans les places fortes, par des unités de la territoriale, déjà un peu plus anciens, qu'on souhaitait moins mettre dans les troupes actives. Et donc on constate ce qu'on a compris après comme un affaiblissement relatif de la région de Verdun, mais une fois de plus comme d'autres régions fortifiées. Deuxième point à retenir du côté français, c'est la polémique qui naît à partir de novembre et décembre 1915, suite à une lettre du lieutenant-colonel Drian, député, qui commande 2 bataillons de chasseurs dans le secteur du Bois-des-Corps, lettre au ministre de la Guerre, par laquelle il se fait écho de l'inquiétude sur l'organisation des défenses dans le secteur de Verdun. Et cette lettre va être utilisée par Gallieni, ministre de la Guerre, qui est plus ou moins en opposition larvée avec Joffre, commandant en chef, contre le grand quartier général, en s'étonnant, en s'interrogeant sur la réalité des défenses mises en place dans le secteur de Verdun. Et cette période-là, de décembre 1915, illustre, traduit une espèce de crise de confiance dans le commandement entre Joffre, commandant en chef des armées françaises au grand quartier général, et Gallieni, général certes, mais surtout ministre de la guerre et membre du gouvernement. L'affaire se termine par un 0-0 en quelque sorte. Joffre s'étonne et s'inquiète qu'un officier puisse écrire directement au ministre sans passer par la voie hiérarchique, en remettant en quelque sorte en cause le commandement, et pose carrément sa démission sur la table. Et Gallieni admet la réponse de Joffre en souhaitant simplement que la préparation des défenses soit activée. Voilà. Donc un contexte qui est un petit peu difficile quand même dans la région de Verdun, du côté français. Du côté allemand, c'est une région qui, depuis le début de la guerre, présente 2 caractéristiques. D'une part, elle fait une hernie à l'intérieur du front, elle entre dans les lignes allemandes, ce qui pourrait éventuellement menacer la région de Metz si les Français se décidaient à concentrer autour de Verdun les moyens d'une grosse offensive, mais également du fait de la présence de Saint-Mihiel au sud, qui est en fait une hernie allemande à l'intérieur du front français. Verdun est sous la menace d'être coupé, d'être isolé du reste de l'intérieur, du reste du territoire national. Les Allemands, au début de l'année 1915, ont renoncé aux grosses offensives sur le front ouest pour consacrer leurs moyens au front germano-russe, sur le front est. Mais leur chef d'état-major général, von Fackelheim, reste persuadé que la décision doit être obtenue à l'ouest. Et il réfléchit à un projet de grosse offensive à l'ouest, de grosses opérations à l'ouest. Toujours est-il qu'à partir de la fin décembre 1915, les Allemands vont commencer d'une part à
amené à faire venir dans l'arrière-région de Verdun, avec beaucoup de discrétion, des moyens extrêmement importants, en particulier en artillerie, et organisé dans d'autres parties du front, du côté de Belfort, du côté de la Champagne, des manœuvres de diversion, des attaques de diversion. Tant aussi bien que les Français ne savent plus, doutent, de l'endroit où pourrait avoir lieu cette attaque. Tous les généraux commandants d'armée sur le front, à tour de rôle, écrivent au grand quartier général ou télégraphient au grand quartier général pour dire « je risque d'être attaqué ». Mais on risque d'être attaqué du côté de l'Alsace, on risque d'être attaqué du côté de la Champagne, on risque d'être attaqué du côté de la Lorraine. Où va-t-on être attaqué? Il faut que pendant le mois de janvier, il y ait un gros effort de recherche de renseignements. Et à partir de la fin du mois de janvier, sur la base d'interrogatoires de prisonniers, de saisies de documents, d'observations aériennes, différents vecteurs, on ait la conviction qu'effectivement, ils vont bien attaquer à Verdun. Et à partir du moment où, fin janvier, début février, on a la certitude que cette attaque aura lieu à Verdun, les Français font remonter progressivement un certain nombre de renforts dans leur arrière-front de Verdun, globalement la grande région de Bar-le-Duc, où ils vont prépositionner un certain nombre de grandes unités, corps d'armée, divisions, mais faire venir aussi des convois automobiles, faire venir des ambulances du service de santé, constituer quelques stocks et quelques dépôts de matériel de munitions, voilà, de quoi approvisionner la bataille, de quoi résister à cette attaque dont on sait maintenant qu'elle va avoir lieu. L'attaque est donc reportée du côté allemand à 2 reprises à partir du 14 février, dans l'attente d'avoir les meilleures conditions de climat, de météo possible, et le 21 février au matin commence le déluge de feu, ce Trommelfeuer qui s'abat sur les soldats français de la région.